Bon, l'idée, si vous voulez, c'est on ne va pas distribuer des bons points à ce qu'ont fait les militants dans le passé, hein, c'est pas du tout ça, mais on parle, voilà, ça nous tient à cœur de parler de militants trotskistes dont les idées et le combat et les combats nous ont quand même inspirés. Donc c'est un peu dans ce cadre-là qu'on avait envie de parler donc de Barta. La difficulté qu'on a, c'est qu'évidemment, sa vie militante nous amène à, grosso modo, balayer une vingtaine d'années, hein, grosso modo, entre le milieu des années 30, le milieu des années 50, qui ont été, pour le mouvement ouvrier révolutionnaire et la société dans son ensemble, une période bien troublée avec plein d'événements. Hein, bon, les années 30, la guerre, l'après-guerre, etc. Donc, on va essayer d'être le plus bref possible, mais ça risque quand même d'être un peu compliqué. Ce sera peut-être un peu allusif, hein, on ne va pas refaire l'histoire dans son détail, donc allusif pour des camarades jeunes qui ne connaissent pas tous les épisodes de cette période, mais bon, voilà, c'est un début. Par ailleurs, on pourra transmettre à tous les camarades des textes, des références bibliographiques, voilà, hein, pour creuser davantage. On va balayer un peu, si vous voulez. Donc voilà. Eh bien, je laisse la parole à Tim. On va procéder en fait en 4 temps, revenir rapidement sur les débuts militants de Barta dans le mouvement trotskiste. Ensuite, aborder la question de la guerre et les positions, les interventions qu'a pu avoir le groupe de Barta à ce moment-là, et parler de l'après-guerre et notamment, pour finir, de la grève à Renault 47, qui a été un moment un peu emblématique d'une certaine conception politique interventionniste dans la classe ouvrière. L'histoire commence en fait en Roumanie. Il est né en 1914, David Corner, dans une famille de petits commerçants juifs. Sur cette jeunesse en Roumanie, je ne m'appesantis pas, de toute façon il n'y a pas beaucoup de sources. Il dit juste que c'est ça qui lui a donné une haine véritable des possédants. Parce qu'on est dans une Roumanie semi-féodale, semi-coloniale, avec de la répression policière, de la misère et la chasse aux communistes, sachant que le parti communiste à ce moment-là est clandestin parce qu'il est interdit. Par ailleurs, la Roumanie, c'est pas si loin que ça de l'URSS. Et il y avait de fait une forte attraction des idées d'octobre sur une partie de l'élite intellectuelle roumaine, et y compris aussi une fraction du prolétariat. Barta, en fait, il commence à militer dans la clandestinité avec le Parti communiste roumain au tout début des années 30. Donc il a même pas 20 ans. Et en guise de baptême du feu, et le terme est approprié, je vous ai mis une image de la grève des cheminots de Grivita qui a lieu en 1933. C'est un immense mouvement en fait en Roumanie à ce moment-là. À la base, commencé dans l'industrie du pétrole suite à la crise économique qui a des répercussions immenses en Roumanie. Grève des travailleurs du pétrole qui est poursuivie par une grève très offensive des cheminots dirigée par le Parti communiste roumain. La répression de l'État roumain est énorme, à la mitrailleuse. Loi martiale et ensuite répression notamment des militants communistes avec des condamnations aux travaux forcés ou à des lourdes peines de prison. Pourquoi je parle de ça? Parce que, en gros, David Corner lui-même semble avoir récolté une condamnation à ce moment-là à 18 mois de prison, même s'il ne les a pas fait. Et c'est aussi possible que c'est dans cette grève qu'il entame sa rupture avec le stalinisme. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la politique du Parti communiste roumain, elle suit ce qu'on appelle la troisième période dans l'internationale communiste, à savoir une politique aventuriste qui dit l'heure de la révolution a sonné, donc à partir d'une grève de cheminots, il faut se battre pour la République roumaine soviétique, mais de manière très aventuriste. Ce qui derrière donne aussi la possibilité à la répression d'être encore plus lourde. Par ailleurs, à ce moment-là, Barta en fait déjà très vite des allers-retours entre la Roumanie et la France, où il a un cousin qui habite. C'est sûrement en fait à travers ces allers-retours avec la France qu'il bascule vers le trotskisme en se liant à des militants de la Ligue communiste, qui à ce moment-là réunit les oppositionnels de gauche autour de Trotsky. C'est en France qu'il participe à l'effervescence politique de ces années-là, 34-36, lutte antifasciste, manifestation de masse, etc. etc. Je ne développe pas, mais c'est le moment où les trotskistes entrent sur les conseils de Trotsky dans la SFIO, drapeau déployé. Pourquoi? Parce que la SFIO a une base ouvrière, dont une partie, notamment dans sa jeunesse,
se radicalisent vers la gauche. Et il est possible pour les militants trotskistes de militer au sein de la SFIO, là où au PC stalinien, c'est devenu beaucoup plus compliqué. C'est une politique qui permettra aux trotskistes de rencontrer une forme d'écho favorable, notamment dans certaines fractions de la jeunesse, des jeunesses socialistes. Néanmoins, c'est quand même en Roumanie que Barta fait ses premières armes militantes. En fait, il crée le groupe trotskiste sur place, ce qu'on appelle le groupe bolchevique-léniniste roumain, dans un contexte où il y a la persécution policière, la répression des staliniens et des sociodémocrates, qui en Roumanie sont assez coriaces. C'est là où il se forme à quelques méthodes d'organisation, comme il dit, et notamment à des mesures conspiratives qui sont essentielles et nécessaires à ce moment-là. Sur le plan politique, on a quelques textes de Barta et de ses quelques potes du groupe bolchevique-léniniste qui sont arrivés jusqu'à nous. Quelques lettres qu'il écrit aussi à Trotsky pour rendre compte de son activité. On retrouve quelques éléments phares qu'on développera par la suite, parce qu'on va les retrouver tout au long de son parcours militant. Une importance donnée au recrutement et à l'éducation politique. Ils traduisent et ils lisent des brochures de Trotsky. La recherche permanente d'une liaison avec les couches ouvrières, qui est le gros problème du mouvement trotskiste à ce moment-là, en Roumanie comme ailleurs, et un attachement à l'internationalisme dans un pays en fait, très raciste, très xénophobe, la Roumanie. Par ailleurs, malgré sa petite taille, on parle de quelques unités, ils essaient quand même d'intervenir dans les événements, ils vont à des assemblées, ils font des collages, etc. C'est pas du tout qu'un groupe propagandiste, c'est un groupe aussi qui essaie d'avoir une intervention, notamment au vu de la marche à la guerre qui arrive. Il y a quelques succès dans ce groupe roumain, mais en 1936, il se passe quelque chose qui fait vibrer l'air jusqu'à Bucarest, pour reprendre les mots de Louise, qui forme l'embryon du groupe Barta avec Barta lui-même. C'est la révolution espagnole et également des grèves de masse en France. À ce moment-là, Barta et 3 de ses camarades décident justement de prendre le chemin de l'Espagne. On retrouve à côté de Barta Louise, dont j'ai déjà parlé, qui a 16 ans à ce moment-là et qui vient de rompre avec le stalinisme, et aussi un autre militant qui est un ami proche de Barta, qui s'appellera Marcou au sein du mouvement trotskiste par la suite. Mais sur le chemin de l'Espagne, il y a la France, et du coup, en fait, finalement, il s'arrête à Paris. Il y a quand même des raisons politiques à ça. Il y a les liens que Barta avait déjà en France, mais en fait, à ce moment-là, à l'été 1936, il y a un des nœuds de la situation politique qui se joue ici, d'autant plus que c'est un des pays où le mouvement trotskiste a quand même quelques troupes, maigres troupes, mais quand même quelques troupes. Dans un contexte de montée révolutionnaire, mais aussi de marche à la guerre, l'urgence de forger une direction révolutionnaire est plus que prégnante, et c'est un peu à ça que Barta, avec d'autres, va s'atteler dans les années qui vont arriver jusqu'à la guerre. L'histoire du mouvement trotskiste dans les années 30 en France, c'est compliqué. Néanmoins, pour en dire juste 2-3 mots. En fait, à ce moment-là, ils ne sont plus dans la SFIO. Pourquoi ? Parce que la SFIO, pour enrayer justement la possibilité d'une explosion révolutionnaire, a, en fait, dans les années précédentes 1936, préparé un gouvernement de coalition main dans la main avec le PC pour faire la politique du Front populaire. Dans ce cadre, l'appareil de la SFIO, il ne veut plus tolérer des trotskistes en son sein. Donc il exclut certains dirigeants de la jeunesse de la Seine, qui étaient assez gagnés, en tout cas pour eux, aux idées trotskistes. Et de manière concomitante, Trotsky, à ce moment-là, il dit « le contexte a changé, il faut passer à une nouvelle étape et préparer nous-mêmes la rupture avec la SFIO, qui va jouer en fait à ce moment-là un rôle contre-révolutionnaire ». Ça entraîne tout un tas de discussions, ruptures, atermoiements sur la marche à suivre, mais c'est finalement pas une, mais 2 organisations trotskistes qui vont voir le jour. D'un côté, on va avoir le POI, donc c'est des militants comme Marcel Hick, Yvan Crépeau, Pierre Naville, etc. Et de l'autre côté, on va avoir un groupe, c'est l'individu là-bas en chemise et en bermuda, à côté de Trotsky, qui est Raymond Molinier, mais qui va être mis au banc à ce moment-là du mouvement trotskiste pour tout un tas de raisons sur lesquelles on pourrait revenir plus tard ou un autre jour. Au-delà de leur dispersion, en fait, les trotskistes, à ce moment-là, ils ont quand même un vrai capital politique, parce qu'ils ont quand même traversé déjà pas mal d'événements, mais ils font face à un manque cruel d'implantation ouvrière et une forme d'incapacité de mener une activité organisée et suivie en direction de la classe ouvrière. Trotsky il écrit des textes là-dessus, il parle de mal français, mais surtout, de manière plus politique,
il remet ça dans le contexte où les militants qui composent les rangs trotskistes à ce moment-là, en fait, ils ont connu que des défaites. Trotsky avait raison sur pas mal de choses, mais t'as beau avoir raison, mais si tu perds en fait dans les faits, révolution chinoise, fascisme, stalinisme, etc., le poids des défaites, il joue aussi sur les militants à ce moment-là que tu recrutes, sur une forme de coupure aussi avec la classe ouvrière qui peut voir le jour. Bartha, quand il arrive en France, il se dit lui-même qu'il est un peu surpris par les pratiques des trotskistes français, que normalement un parti, ça permet que quand tu es 10, ça fasse 100. Là, il dit en France, c'est l'inverse, ce qui est quand même un peu con. Néanmoins, le temps presse, parce qu'il y a le reflux suite à juin 36, mais la guerre approche aussi de plus en plus. C'est à ce moment-là, en septembre 38, que la 4e internationale est fondée pour pouvoir mettre dans le paysage un drapeau communiste révolutionnaire et pouvoir, en attendant, de nouvelles secousses dans la lutte de classe par rapport notamment à la guerre. Mais la question reste brûlante, comment trouver le chemin des masses et ne pas rester isolé d'une fraction des jeunes et ouvriers qui se radicalisent. La politique que Bartha et quelques autres trotskistes vont mener à ce moment-là, c'est de rentrer dans le PSOP, le Parti socialiste ouvrier paysan, qui est en fait une scission, une exclusion même, par la SFIO de son aile gauche, autour de Marceau Pivert, Daniel Guérin notamment, et se crée ce PSOP qui est un petit parti centriste. C'est pas Bayrou le centrisme, c'est qu'ils sont entre réforme et révolution, mais qui comprend à ce moment-là plusieurs milliers de membres, une base ouvrière, et dont une fraction reste arrimée à des positions internationalistes. En fait, Trotsky il pense même que le PSOP pourrait devenir lui-même une section de la 4e internationale. Pronostic qui ne s'est pas vérifié dans la pratique, mais dans tous les cas, il demande à ses potes qui sont à ce moment-là dans ce qu'on appelle le POI de rentrer dans le PSOP, et ils écrivent une revue théorico-politique qui s'appelle La Voix de Lénine. Très bonne revue, vraiment sur le plan politique et théorique, c'est vraiment excellent. Bartha écrit là-dedans, je ne vais pas revenir sur le fond des articles, mais il écrit un article sur l'Algérie et sur la politique en fait, des staliniens par rapport à l'Algérie, et notamment aussi celle du Front populaire, qui a complètement laissé, comme il dit, les masses indigènes dénuées de droits. Et en fait, il prône une politique anti-impérialiste qui est sur la ligne en fait, des premiers congrès de la 3e internationale sur la question coloniale. Bartha, Louise, à ce moment-là, ils ne sont pas beaucoup plus que deux. Ils militent au sein du PSOP, et c'est là en fait, où ils commencent à avoir un petit peu plus de réseau et à recruter quelques jeunes autour d'eux. Les événements politiques s'accélèrent, pacte germano-soviétique en août 1939, déclaration de guerre de la France à l'Allemagne le 3 septembre 1939, énorme désorientation politique dans toutes les organisations ouvrières et même révolutionnaires, et le PSOP, par exemple, dislocation complète à ce moment-là. C'est aussi en août 1939 que Bartha, en fait, il a une forme de rupture avec la minorité trotskiste dans le PSOP. Les raisons, elles ne sont pas claires, mais ce n'est pas si important que ça, parce qu'à ce moment-là, c'est surtout sur un plan un peu organisationnel, pratique, ce n'est pas de réelles divergences politiques. On verra par la suite comment elles vont se forger. On a une désorganisation du mouvement révolutionnaire, une répression aussi des communistes, de tous les réfugiés politiques étrangers, la mobilisation aussi de militants trotskistes au sein de l'armée. Et c'est dans ce contexte que Bartha et Louise ils vont écrire leur premier journal en propre, qui s'appelle L'Ouvrier, où il y a quelques numéros qui nous sont parvenus. Il y en a un qui est intéressant parce que, en gros, c'est en janvier 40, et il répond à toute la propagande du gouvernement destinée à justifier la guerre. Est-ce que c'est une guerre de la démocratie contre le fascisme? Bartha répond non. C'est une guerre impérialiste de repartage du monde. La France est-elle la puissance agressée? C'est elle et l'Angleterre qui ont saigné l'Allemagne avec le traité de Versailles. Et c'est le privilège de celles qui sont en domination de pouvoir dire « Ah, moi je suis agressé parce qu'elles maintiennent le statu quo ». La France défendrait les petits peuples, mais qui d'autre que l'impérialisme anglo-français opprime l'Inde, le Maroc, l'Algérie, l'Indochine, etc. La perspective pour Bartha, elle est dans la continuité des thèses révolutionnaires par rapport même à ce qui avait pu être fait pendant la Première Guerre mondiale. C'est une guerre inter-impérialiste, défaitisme révolutionnaire, et mettre en avant le mot d'ordre des États-Unis socialistes d'Europe.
Ce petit journal, l'Ouvrier, qui a une parution quand même relativement faible, est stoppé par l'arrestation de Louise, qui part en prison, parce que les activités communistes à ce moment-là, elles sont interdites. Dans le mouvement trotskiste, à ce moment-là, on a une désorientation politique énorme. La mort de Trotsky ne va pas aider. Et en fait, c'est à l'automne 40 que Louise et Bartha croisent par hasard un militant du POI, en fait, en allant au cinéma. Et ils prennent alors connaissance des positions défendues par Marcel Hick, qui était un militant, un dirigeant du POI. Ce dernier nous dit quoi? Il nous dit que depuis l'invasion et l'occupation d'une partie du territoire français par l'armée nazie, il faut considérer maintenant la France quasiment comme un pays colonisé. La question nationale se poserait alors à nouveau en France. Et selon Marcel Hick, la bourgeoisie française s'est jetée dans une impasse. Pour se sauver de la Révolution, elle s'est jetée dans les bras d'Hitler. Mais pour se sauver de cette emprise, il ne lui reste plus qu'à se jeter dans les bras de la Révolution. C'est à la fraction française de la bourgeoisie que nous tendons la main. Et donc derrière le mot d'ordre de libération nationale, quelques militants du POI appellent à ce moment-là à créer des comités de vigilance nationale et on appelle à la bourgeoisie qui pense français dans une sorte de front uni en fait anti-impérialiste. Bon, Bartha, il lit ça, il devient blanc et il écrit en gros la première brochure vraiment théorique à son actif, qui est celle qui est à l'écran, au nom de la 4e internationale. Ça s'appelle Collection 4e internationale. Il se revendique toujours du drapeau et du programme de la 4e internationale. Dans cette brochure, il reprend l'analyse dont j'ai déjà un petit peu parlé sur la guerre inter-impérialiste pour le repartage du monde. Il y prédit également le retournement d'alliance d'Hitler contre Staline, etc. etc. Mais il discute d'un truc intéressant sur est-ce que l'occupation du territoire français change quelque chose au problème. En fait, il ne renvoie pas vraiment dos à dos tous les cas en présence. Ce qu'il nous dit, c'est que la nature de la guerre n'a pas changé. Ça reste une guerre inter-impérialiste. On a en fait juste un déplacement conjoncturel du front, mais la France est un État impérialiste qui continue à exploiter et opprimer ses peuples coloniaux. Et au-delà de la division de la bourgeoisie française entre ses fractions, ses porte-paroles, tous visent au maintien de l'exploitation et de l'empire colonial. Donc non, la France n'est pas devenue un pays colonisé parmi d'autres. Et par ailleurs, par rapport à Marcel Hick, qui dit c'est pas vrai qu'à ce moment-là, les masses elles sont imprégnées de nationalisme. D'autant plus que, en fait, les communistes à ce moment-là, comme ils sont dans l'alliance avec Hitler, alors c'est pas vraiment pour des raisons internationalistes, mais ils défendent pas en fait la propagande chauvine qu'ils feront par la suite. Donc c'est pas aux trotskistes d'aller sur ce terrain-là. Donc pour Bartha, il faut vraiment tenir à distance tout mot d'ordre national et toute forme d'alliance avec la fraction de la bourgeoisie qui penserait français, etc., etc. Il ne nous dit pas néanmoins que en fait, la défaite militaire de l'impérialisme français n'a rien changé. On vous enverra le texte, parce qu'on va peut-être pas avoir le temps de tout développer. Mais en fait, il dit que l'ennemi principal est devenu Hitler, mais que la lutte contre l'impérialisme allemand doit absolument être complétée par la lutte active contre notre propre bourgeoisie, non dans ses heures avec Hitler, mais dans son action anti-ouvrière. Et chose ultra importante, en fait, c'est que la vision de Bartha, c'est de prendre le prolétariat d'Europe vraiment comme un tout, pas uniquement à l'échelle de chaque pays, et de voir qu'à ce moment-là, à travers les multiples changements que ce prolétariat subira dans ses parties nationales, comment il pourra trouver la voie vers une issue prolétarienne, et notamment vers cette voie des États-Unis socialistes d'Europe. En fait, ce que dit Bartha là, ça rejoint vachement ce que Trotsky dit dans un texte qui s'appelle « Notre cap ne change pas » en juin 40, suite à l'invasion de la France par l'armée nazie, même si Bartha à ce moment-là n'a pas connaissance des vues de Trotsky, parce qu'il n'y a plus rien qui arrive entre le Mexique, où est Trotsky, et la France à ce moment-là. On va voir maintenant comment en fait, cette boussole internationaliste elle a pu s'actualiser pendant la guerre et prendre forme. Oui, alors, pendant la guerre, il y a une première, la vraie apparition publique du groupe Bartha se fait avec la publication d'une revue. Alors,
Quand on dit apparition publique, évidemment, c'est un grand mot, hein, pour une revue qui est d'abord techniquement artisanale, j'en dirais un mot, et surtout dont la diffusion a ses limites, hein, puisque c'est la pleine guerre, c'est toutes les organisations communistes, dont les trotskistes, le PC aussi, hein, ont été interdits à partir de septembre 1939, d'ailleurs sous la houlette d'un ancien de Daladier, qui faisait partie du Front populaire. Et donc, pour les camarades, à l'époque, eh bien, ils publient un journal donc clandestin. Alors, à l'époque, tout était difficile de trouver du papier, qui était complètement contingenté pour tout le monde d'ailleurs, donc c'était pas facile à trouver. Ensuite, les moyens de reproduction étaient artisanaux. Alors certains vieux camarades ont connu ce procédé de Gestetner, enfin de prendre quelque chose, enfin, disons un procédé de sérigraphie, hein, en fait avec une machine à écrire. On faisait des trous dans une espèce de papier paraffiné par lequel après l'encre allait pouvoir passer une fois qu'on aurait mis ça sur un plat bon, et après feuille par feuille sortir les choses. Bon, je rentre pas dans des détails, mais sur internet vous trouvez, Wikipédia explique tout ça aussi, on peut retrouver, c'est très intéressant sur l'évolution des techniques de reproduction. La diffusion, bon, c'était tiré à 100 ou 200 exemplaires, beaucoup diffusé de la main à la main quand même à des contacts de confiance, hein, parce qu'il ne s'agissait pas de se faire piquer. Et sinon, diffusé un peu dans des boîtes aux lettres, ici ou là, un peu comme bouteille à la mer. Bon, le groupe lui-même qui se livre donc à partir... Alors oui, j'ai oublié de vous dire que cette lutte de classe ne paraît quand même que en novembre 1942. Donc voilà, c'est déjà une partie de la guerre est passée, mais Tim a raconté le contexte qui précédait. Donc, à ce moment-là, et oui, j'ai fait une parenthèse aussi parce que j'ai oublié de dire. Bon, là, vous voyez une photo de la gueule initiale de cette revue, c'est-à-dire très artisanale et très dure à lire. Il faut souligner que, bon, un camarade qui a milité un certain temps, enfin bon, assez longtemps, à Lutte ouvrière, quand il en est sorti pour des raisons politico-personnelles, qui s'appelle Richard Moyon, a pris sur lui de consacrer quand même de belles années à retrouver, rassembler les textes de Bartha en lien avec l'ancienne compagne de Bartha, donc Louise. Et ça a donné quand même, alors attendez, ça a donné en fait beaucoup de choses, c'est-à-dire avec l'aide de Lutte ouvrière aussi, qui en avait acheté 1000, ça a permis que la revue se vende, bon quand même. Et puis, Lutte ouvrière avait des archives, mais Louise avait des archives. Ce camarade-là a rassemblé ces textes, a permis qu'ils soient publiés, donc c'est accessible. Ceux-là et d'autres d'ailleurs, publiés aussi par un groupe italien, enfin bon, passons. Et donc, et pour la petite histoire, ce camarade avec lequel on a gardé des liens viendra au RER pour participer avec nous à cette discussion qu'on va un peu recommencer. Je ferme cette parenthèse pour revenir à la guerre et au groupe Bartha. Donc, à l'époque, le groupe, il faut savoir, c'est Bartha, Louise, une Fanny qui connue par Louise et un dénommé, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, quelqu'un qui s'appelle Jacques Rambose, qui était un ancien des jeunesses communistes. Le gros d'ailleurs du recrutement était quand même dans le milieu du PC. D'ailleurs, c'est à l'époque, la révolution russe n'était pas si loin dans les mémoires et les camarades de l'époque s'adressaient beaucoup, au milieu du PC et espéraient recruter dans ce milieu, ce qu'ils ont d'ailleurs fait. Donc, alors ce Rambose, Jacques Rambose, gagne un ancien pote de lycée qui s'appelle Mathieu Buchholz, qui a 19 ans, qui lui-même amène son petit frère, et le petit frère était au lycée avec Pierre Bois, qui sera le futur dirigeant de la grève de Renault 47, qui vient aussi avec son frère. C'est pour vous dire, ça s'est fait de proche en proche par des relations essentiellement copinage politique. Hein.
et avec ce milieu-là, quand même bien engagé, Barta assure ce que disait Tim, la formation, l'éducation et aussi l'intervention, on va y revenir, parce qu'ils ne se sont pas contentés de passer du temps à la Bibliothèque nationale pour étudier les archives communistes, mais ils ont aussi agi. Et une petite parenthèse aussi, ce Mathieu Buchholz, qui avait donc 19 ans quand il s'est engagé avec Barta en 1944, il s'est retrouvé, on a retrouvé son corps dans la Seine parce qu'il avait été buté par les staliniens. Hein. C'est pour vous dire, enfin à l'époque, c'était quand même pas la joie. C'est pas le seul trotskiste qui, pendant la guerre, dans les maquis ou ailleurs, s'est fait liquider. Hein. Mais il en a quand même. Et pour le groupe, ça a été vraiment une catastrophe parce que c'était un peu d'après les récits qu'on en retrouve maintenant de Louise de Barta, c'était quand même un peu l'artisan de beaucoup de choses, très démerde, capable aussi de fabriquer des faux papiers quand il y en avait pour que les camarades ne se retrouvent pas. Je vais en reparler au service du travail obligatoire en Allemagne, etc., etc. Bon, voilà, c'était un militant apparemment de valeur qui s'est fait liquider comme Trotsky, je le rappelle, mais voilà. Donc, je passe là à le contenu, disons... le contenu... pour balayer le contenu de cette revue qui paraît donc de novembre 42 à juillet 45, bon, grosso modo à la fin de la guerre. Bon, disons que c'est vrai que quand on relit ça, c'est quand même assez passionnant parce que c'est comme une chronique, ça paraissait tous les 15 jours, hein, une chronique des événements. Et les événements à l'époque ont été quand même très de choc hein, pour un milieu ouvrier, politique, politisé à gauche, communiste, qui s'est farci d'affilée. C'est pour ça qu'on a mis une petite image là. La période donc où l'URSS stalinienne fait ami-ami avec Laval, un représentant de la bourgeoisie française en 1935. Ensuite, en 1939, donc, toujours le même Staline qui, lui, fait ami-ami avec Hitler. C'était quand même pas la moindre des choses, ce pacte germano-soviétique. Ça a beaucoup secoué le monde communiste hein, et occasionné des départs, des orientations terribles, etc. Et puis tout ça pour arriver, évidemment, quand Hitler a joué son petit jeu avec Staline pour le neutraliser, mais pour enfin, en juin 1941, envahir la Russie, enfin voilà, l'URSS. À ce moment-là, Staline se retourne par la force des choses du côté donc des Anglo-Américains et à la fin de la guerre, enfin, et à partir de ce moment-là, ami-ami avec donc Roosevelt, Churchill, enfin, etc. Vous voyez, donc un autre gros clan, le plus gros d'ailleurs de la bourgeoisie internationale. Et avec d'ailleurs, pour faire montrer vraiment patte blanche de cette alliance, quand même, on l'a oublié, mais en 1943, c'est la dissolution de la Troisième Internationale. C'est aussi pour la Russie, bon, c'est peut-être pas très important, mais l'hymne de la Russie soviétique est abandonné, c'est-à-dire l'international est abandonné. Bon, là, c'est encore toute une histoire. Mais bon, donc c'est une période quand même de troubles, de bouleversements, voilà. Et donc, Barta et son groupe, de 15 jours en 15 jours, en fonction de ce qui leur revient, parce que c'était compliqué, des informations hein, sur ce qui se passe dans le monde, parce qu'ils n'étaient pas branchés sur les réseaux sociaux qui leur donnaient dans la minute ce qui se passait je ne sais où. Donc, ils commentent comme d'un point de vue de classe, ils essayent de commenter d'un point de vue de classe les événements. Bon. Donc, alors, pour juste balayer quelques points, parce que c'est impossible de... Bon, les prises de position, bon, je ne vais pas un peu répéter parce que c'est ce qu'a un peu dit Tim, c'est l'idée que, la dénonciation de la guerre interimpérialiste, hein, c'est... de tout ça, qu'il en ressorte un point de vue de classe, mais y compris un point de vue de classe mondial, mais aussi européen, c'est-à-dire qu'il y a toujours la préoccupation chez Barta
de penser aux prolétaires allemands. D'ailleurs, il n'était pas le seul. Il y a des courants de la 4e, autres, comme il y a eu un bouquin, enfin Pierre Calvez, qui est mort maintenant, enfin, il y avait quand même dans le mouvement trotskiste pas seulement des militants qui cherchaient à se rapprocher de la bourgeoisie française. Il y en a qui ont essayé justement de s'adresser aux prolétaires allemands sous l'uniforme, et y compris d'ailleurs, enfin là je pense à Calvez, y compris dans les maquis, quand ils se retrouvent avec des staliniens, enfin bon, qui essayaient d'avoir un peu une autre politique, parce que la politique des staliniens, c'était le terrorisme individuel. Il fallait buter les Allemands, point terminé, enfin j'exagère un peu, mais voilà. Alors que des militants trotskistes cherchaient peut-être à les désarmer pour récupérer des armes, mais pas pour les liquider personnellement, vous voyez. Enfin, c'était compliqué bon, avec l'idée que on peut, voilà, c'est nos frères de classe quand même si ce qui s'est passé en Allemagne les amène sous des drapeaux qui sont pas du tout les leurs. Bon, donc je sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave. Donc, alors attendez, il y a cette idée-là, il y a, mais Tim va y revenir, vraiment prégnant de tous ces textes, toujours la préoccupation de penser aux colonies, et aux colonies de la France, et tout particulièrement l'Algérie et l'Indochine, mais on y reviendra. Il y a aussi par rapport à l'armée rouge, parce que, évidemment, quand Hitler envahit la Russie, enfin l'Union soviétique, donc le groupe, enfin Barta, publie un texte en défense de l'armée rouge, vive l'armée rouge. Alors à la fois il dit vive l'armée rouge parce que voilà, c'était l'armée de la Révolution, il tient à le réaffirmer, et en même temps il explique quels sont les ennemis des révolutionnaires et quels sont leurs amis. Enfin, les vrais ennemis, les faux amis, et c'est là d'ailleurs qu'il y a quand même un développement assez intéressant sur le fascisme, parce que c'est à ce moment-là quand même que Staline, avec beaucoup d'autres, ont ciblé contre le fascisme. Alors là, c'était devenu, après le pacte germano-soviétique, ça venait maintenant, c'était contre le fascisme. Le fascisme était l'ennemi numéro 1 et on passait sous silence la politique des anglo-américains et des autres impérialistes à l'égard des empires coloniaux, quoi. Bon, et ça, donc, ça fait partie de la dénonciation des analyses de l'époque. Sinon, il y a aussi, à cette époque-là, un événement, alors je crois que c'est en 1943 que ça intervient, d'ailleurs un peu sur un peu la fin de la guerre, pas la fin encore, le milieu, que pour essayer de résoudre ses propres problèmes, l'impérialisme allemand a besoin de main-d'œuvre, parce que sur les fronts, enfin c'est le moment d'ailleurs où ça commence à basculer avec la défaite sur le front de Stalingrad en Russie. Donc l'impérialisme allemand a besoin de main-d'œuvre et il recrute, je ne vais pas dire une connerie, mais c'était quand même des centaines de milliers de jeunes en France, avec l'aide de Pétain, avec du gouvernement français qui pactisait avec l'Allemagne nazie, donc de recruter de la main-d'œuvre. Et c'est la campagne du STO, c'est-à-dire service du travail obligatoire. C'est-à-dire, hop, tu avais 18 ans en France, tu pouvais avoir un ordre d'aller bosser en Allemagne. Bon, on pourra en rediscuter, et par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que le groupe de Barta, enfin Barta a une politique assez nuancée, parce que d'abord le groupe fait tout ce qu'il peut pour, en fournissant des faux papiers, aider les jeunes qui ne veulent pas être déportés pour aller travailler pour les Allemands, parce que c'était présenté, voilà, c'était ça, faire qu'ils y échappent, mais enfin, ce n'était pas possible pour toute une génération, mais c'était possible quand même d'agir, d'intervenir pour essayer de l'empêcher à un petit niveau. Et en même temps, il explique, je ne vous lis pas le texte, mais qui est assez intéressant, que cela dit, un mal peut se transformer en bien, parce que alors toujours avec le schéma que la Seconde Guerre mondiale, comme la Première Guerre mondiale, vers sa fin, pourrait donner lieu à des révoltes révolutionnaires, que si en Allemagne, à la fin de la guerre, le prolétariat allemand se réveillait et si justement ces quelques centaines de milliers de jeunes prolos français étaient sur les lieux, pourraient aider aussi à une évolution révolutionnaire. Vous voyez, enfin, il y avait cette idée-là, toujours de raisonner prolétariat, quoi. Raisonner prolétariat sans
pas raisonner à chacun son boche, comme on verra ensuite le Parti communiste, parce que c'est toute la différence entre la politique trotskiste et la politique stalinienne de l'époque. Donc, et là, donc, on voyait quelques images, je ne sais plus lesquelles, sur voilà, le STO, hein, donnez votre travail, nanana, bon, et je travaille en Allemagne, je suis fière, etc., faites comme moi, enfin bon, voilà. Dans la discussion, si on a le temps, je vous raconterai une anecdote à propos de Georges Marchais, qui a été dirigeant du Parti communiste à une époque et qui est allé aussi, lui, au STO et qui s'est senti obligé de s'en excuser parce que, bon, ben non, je vais pas, après, donc, là, oui. Alors, autre chose marquante de cette période de la guerre, un texte qui s'appelle le rapport 43, enfin un texte qui a été publié en 43, qui vaut un peu comme, je ne sais pas s'il faut dire statut d'une organisation, un peu un pacte. Bon, c'est un texte qui se veut fixer fixer les tâches d'un groupe révolutionnaire. Bon, le fil conducteur, c'est bien sûr la lutte de classe, les analyses, etc. Mais c'est aussi créer un parti de conception bolchevique, c'est dit comme ça. Hein. C'est-à-dire, Bartha, il y a quand même une ou deux citations qui ont quand même leur intérêt. Hein, il affirme vouloir une organisation bolchevique, je cite là, ce qui implique une politique juste, celle de la 4e et la guerre, le programme de transition des textes de Trotsky, qui continue la ligne des 4 premiers congrès de lycée, hein, de Lénine, et ce qui implique un certain poids, c'est-à-dire évidemment d'avoir quand même des militants qu'on a essayé de recruter, et en particulier dans la classe ouvrière. Et il dit que la question du parti, cela dit, reste ouverte, hein, car notre travail a été conçu comme un travail en direction d'un parti bolchevique. Il ne prétend pas qu'il est le parti bolchevique. D'ailleurs, à la vingtaine qu'ils étaient à l'époque, au Maxi, ça aurait été un peu difficile. Mais voilà, lui aussi, c'était le pôle à l'époque, hein, on pourrait dire ça comme ça. Bon, et ce pôle, c'est un parti, bien sûr, centraliste démocratique. Il explique en quoi la démocratie, enfin que le centralisme a besoin de démocratie et vice-versa. Bon, je ne fais pas le truc, le développement. Et voilà, et il insiste sur le fait que les méfaits du stalinisme, ne peuvent être imputés au bolchevisme, dont il n'est pas la continuation, mais la négation. Bon, ça nous paraît évident à nous, mais aujourd'hui, dans les milieux, enfin, je ne développe pas, mais dans les milieux de la bonne bourgeoisie, bolchevisme, stalinisme, tout ça dans le même pain, le communisme, voilà, tout était dans le verre était dans le fruit, etc. Donc, tu continues, hein ? Ouais. C'est la mi-temps. Voilà. Bon, on passe vite sur tous les événements, parce qu'il y en a quasiment tous les jours, mais on va passer à la situation juste après la guerre. Le groupe Bartha, à ce moment-là, il était quelques unités avant la guerre. Il termine la guerre avec peut-être 15-20 militants. Donc c'est relativement, c'est une augmentation assez sensible, même si ça reste évidemment numériquement assez faible. On est à un moment donné où, après la guerre, les impérialismes, main dans la main avec la bureaucratie soviétique, se sont repartagés le monde, Yalta, etc., et ont enterré sous les bombes, atomiques ou non, les risques d'explosion révolutionnaire, notamment dans les pays vaincus où l'État risque de tomber, comme l'Allemagne et le Japon. Néanmoins, pour le groupe Bartha, on est vraiment dans une situation qui reste une situation de crise politique, une situation profondément instable, notamment du fait de l'ébranlement des empires coloniaux, français et anglais. J'y reviendrai juste après. Par ailleurs, la possibilité d'une troisième guerre mondiale n'est pas du tout un truc qu'ils envisagent comme dans des dizaines d'années, mais quelque chose qui peut vraiment arriver relativement à bref délai. En France, sur le plan social, après des années de guerre, de souffrance, de privation, l'exploitation patronale se renforce au nom de la reconstruction. Le temps de travail est augmenté, l'inflation est assez importante, même manger à sa faim est compliqué, il y a des problèmes de ravitaillement, les cadences augmentent, les accidents de travail se multiplient, enfin voilà, c'est ça la situation du prolétariat à la sortie de la guerre. Donc, logique pour des militants révolutionnaires. Qu'est-ce qui est d'actualité ? Une lutte
sans merci contre les exploiteurs. Et pour la classe ouvrière, la nécessité de se faire entendre, à la fois sur un terrain économique. Bartha, il parle du fait de défendre son droit de vivre pour la classe ouvrière à ce moment-là, mais aussi sur un terrain politique, contre les dangers d'instauration d'un pouvoir fort de la part de De Gaulle. Mais la gauche, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle défend? On va vous laisser avec le camarade Thorez dans un discours qui résume en 1 minute la politique des staliniens à ce moment-là. Françaises et Françaises, s'unir, combattre et travailler. Voilà notre loi à tous, afin de rater l'écrasement de l'Allemagne hitlérienne, afin d'assurer l'anéantissement militaire, politique et moral du fascisme, afin de préparer la renaissance d'une France démocratique et indépendante, d'une France que nous voulons et que nous ferons libre, forte et heureuse. Bon voilà, ça permet d'économiser quelques minutes de développement sur la politique des staliniens, mais aussi de la SFIO à ce moment-là. Produire d'abord, revendiquer ensuite. La grève et l'arme des trusses, etc. etc. Et d'ailleurs, le PC et la SFIO participent au gouvernement d'union nationale et pèsent de tout leur poids pour que l'appareil d'État se reconsolide après la sortie de la guerre et la chute du régime pétainiste. Pour Bartha, à ce moment-là, dans les entreprises, ça se traduit comment? Par le fait que la CGT, attention à la traduction, devient le principal garde-chiourme dans les usines, en s'opposant avec acharnement à toute revendication. Mais pour le groupe Bartha, ça donne aussi une occasion en fait, pour les trotskistes. C'est évidemment une politique dramatique pour la classe ouvrière, mais ça donne aussi une possibilité pour les trotskistes, en défendant une politique complètement inverse à celle des staliniens, de trouver justement le chemin des masses et se faire entendre beaucoup plus largement dans la classe ouvrière. Et notamment dans un milieu communiste, de militants, mais aussi de sympathisants. D'ailleurs, il mène un intense travail d'agitation. Bartha dit qu'en gros, entre octobre 1945 et juin 1946, il distribue 100 000 tracts. Ce qui, pour la faiblesse, au vu de la faiblesse numérique du groupe, est quand même assez considérable. Si vous lisez à ce moment-là les tracts et les articles du groupe Bartha, de leur journal La lutte des classes, c'est des appels à l'action ouvrière. Et ce n'est pas par hasard qu'en octobre 1945, il republie une brochure de Lénine qui est La catastrophe imminente et les moyens de la conjurer, qui est un texte de septembre 17 sur un peu un programme d'urgence par rapport à la faillite à ce moment-là économique. Ils actualisent ça avec quelques revendications immédiates qui pourraient être à portée de lutte pour la classe ouvrière, mais avec une insistance sur le contrôle ouvrier et derrière le pouvoir ouvrier qui pourrait être le débouché de tout ça. Mais pour faire sauter la chape de plomb stalinienne, il n'y a pas de raccourci. Il faut apprendre à gagner la confiance des travailleurs par un travail quotidien en fait, au sein de la classe ouvrière. C'est à ce moment-là que plusieurs militants du groupe Bartha font le choix de s'implanter dans les grandes usines de la région parisienne. C'est un groupe qui est essentiellement francilien. Il s'agit de participer à la formation de noyaux communistes révolutionnaires et de pouvoir y développer une politique en direction au moins de la frange communiste et au-delà dans la classe ouvrière. Le lieu principal d'implantation, c'est Renault-Billancourt. Ils le font parce que c'est vraiment la grosse usine, le bastion à ce moment-là, et pour un petit groupe tel qu'ils sont, ça a du sens. Néanmoins, en fait, ils ont quand même des réseaux ouvriers, des échos, etc., dans pas mal d'entreprises du coin. Et pour le petit groupe qui sont numériquement, c'est déjà pas mal de pouvoir, en fait, dans votre presse, avoir vraiment, ils relatent des discussions, des informations qui viennent, moi je ne vous fais pas la liste, mais en gros d'une vingtaine de grosses entreprises à ce moment-là en France. Le groupe Bartha, à ce moment-là, il est faible numériquement, mais il n'est pas non plus essentiellement petit bourgeois. Si on regarde en fait les militants qui le composent, il y en a quand même pas mal qui sont alors à la fois issus des milieux communistes et aussi avec une origine prolétarienne. Dans les usines, alors Zara a cité le cas de Mathieu Buchholz qui s'est fait assassiner par les staliniens. L'hostilité des staliniens, elle continue. C'est les trotskistes qui se font traiter d'hitléro-trotskistes, en gros d'agents du fascisme. Ça se règle souvent à coup de poing. Diffuser un tract trotskiste devant une usine, et à ce moment-là, une épreuve de force. À l'intérieur, le travail politique est clandestin. Le groupe Bartha, au début, il signe ses tracts un groupe d'ouvriers.
Et si votre appartenance trotskiste est connue des staliniens, bah souvent vous faites licencier par le patron au bout du compte. Le groupe Barta impose quand même la vente de son journal et la distribution des tracts à la porte des entreprises, en mettant en avant notamment le côté démocratie ouvrière. Et autant ils ont l'hostilité des staliniens, autant il y a quand même un large pan de la classe ouvrière qui n'est pas du tout à suivre les staliniens là-dedans et qui même parfois protège les trotskistes au fait de dire bah, laissez-les au moins développer leurs idées. C'est suite à ces tracts diffusés au sein de quelques grosses entreprises, il y a une forme de sympathie quand même qui se développe à partir de là, de la part de certains travailleurs. Et là, ils font une nouvelle tentative, c'est-à-dire ils vont publier autre chose que La lutte des classes, qui est le journal théorico-politique, mais ils vont publier un journal qui s'appelle La Voix des travailleurs, qui est sous-titré Bulletin interusine de l'opposition syndicale CGT. Comment cette Voix des travailleurs se présente dans son premier numéro en octobre 1945. Elle se donne pour but de rendre conscients de leurs tâches les cadres fidèles de la classe ouvrière. Son journal se propose d'être le porte-parole des ouvriers. Il le sera dans la mesure où ceux-ci seront décidés à l'utiliser comme tribune pour leurs revendications et pour leur lutte. C'est vraiment un journal intéressant, il y a 12 numéros, avec beaucoup d'informations de pas mal de boîtes. C'est une presse de combat, avec plein d'échos d'entreprises sur la condition ouvrière dans tous ses aspects, salaire, hygiène, sécurité, cantine. Ils défendent aussi des revendications un peu immédiates, comme l'échelle mobile des salaires. Ils vont aussi manifester d'ailleurs au 1er mai 1946 avec des pancartes à l'échelle mobile des salaires. Bon, ils se font un peu défoncer par les staliniens. Et c'est un journal de critique de la politique de la direction de la CGT. En fait, leur but, c'est d'essayer de rassembler une opposition là, à l'intérieur notamment de la CGT par rapport à la direction des staliniens. Néanmoins, dans cette presse d'entreprise, on a aussi des articles plus directement sur la situation politique, en France, mais aussi dans le monde. Et ça permet de revenir sur le sort des travailleurs, des peuples opprimés par l'impérialisme, qui est à ce moment-là particulièrement important d'un point de vue politique pour les militants révolutionnaires. L'internationalisme, il est vraiment chevillé au corps du groupe Barta. Je le dis d'autant plus que parfois, on a dans certains milieux trotskistes l'idée que le courant lutte ouvrière aurait un peu lobé la lutte anticoloniale. Il y a toute une suite après, on pourra refaire des topos sur la guerre d'Algérie, etc. Mais en tout cas, pour le groupe Barta, c'est vraiment pas le cas. Il y a notamment un article de octobre 1945 qui s'appelle « Le soleil, lui, d'Orient », qui en fait montre que c'est vraiment une conception politique de lien entre les luttes qu'il peut y avoir par les peuples opprimés par le colonialisme et les luttes de la classe ouvrière dans les métropoles impérialistes. Cet article, qui n'est d'ailleurs pas écrit par Barta, mais par Louise, pour le coup, il nous dit que le sort des peuples d'Occident et d'Orient est intimement lié. Le prolétariat occidental doit suivre l'exemple magnifique de courage et de volonté que lui prodiguent les travailleurs coloniaux. L'avant-garde révolutionnaire des peuples coloniaux doit se mettre à l'école du marxisme occidental pour mener à bien la lutte d'émancipation socialiste des colonies. C'est pourquoi, dans le réveil des peuples coloniaux, nous saluons l'aube de la révolution prolétarienne mondiale triomphante. Ce n'est pas que des grands textes politiques, c'est aussi des prises de position assez concrètes, notamment au moment du massacre de Sétif, Guelma et Karata le 8 mai 1945, avec la complaisance, voire le soutien du Parti communiste. Il y a des ministres au gouvernement à ce moment-là, dont le ministre de l'Aviation qui est Charles Tillon. Au contraire, la lutte des classes, le journal de Barta, il prend position sans ambiguïté pour l'indépendance du peuple algérien et dénonce évidemment la répression terrible qu'il y a là. Il parle d'Oradour-sur-Glane, en fait, le 8 mai 1945. C'est un massacre de l'armée nazie en fait, dans le Limousin à ce moment-là, qui a eu lieu quelques mois avant. Parenthèse, c'est qu'en gros, il y a un éditorialiste qui a dit ça par rapport à la colonisation française en Algérie, en France, il y a un an. Il s'est pris un torrent de boue en 2025. Eux, le 8 mai 1945, ils écrivent ça, en disant c'est la même chose, c'est juste il y a 1000 Oradour-sur-Glane en fait en Algérie, exactement à l'image de ce que l'armée nazie a fait par rapport à une partie de la population française. C'est aussi une grosse dénonciation de la politique du PC, qui sur les colonies est vraiment en défense de l'empire colonial. Il n'y a pas tellement d'autres mots à ce moment-là. La déclinaison pratique, c'est aussi en fait par rapport aux travailleurs indochinois.
Et cette question va occuper une place spéciale dans l'activité du groupe Barta parce qu'ils ont un militant en fait, vietnamien dans leur groupe et qui va faire le lien avec des milliers de travailleurs immigrés indo-chinois qui, pendant la guerre, ont été envoyés en France. On les appelait les ouvriers non spécialisés et qui sont parqués dans des camps d'internement. Le camp s'appelle le camp Bao Dai. Bao Dai, c'est l'empereur indo-chinois à ce moment-là. C'est genre, en gros, vous êtes toujours sous la férule de l'empereur. La lutte des classes, en fait, elle met régulièrement en lumière leurs conditions. Le groupe y diffuse également des tracts écrits par des militants indo-chinois. D'ailleurs, c'est une activité menée de pair avec des militants liés aux autres groupes trotskistes à ce moment-là. Et c'est aussi une brochure que le groupe Barta va écrire, je peux aller, sur le Vietnam. Bon, elle est un peu en mauvais état, mais qui va dénoncer vraiment la guerre menée par l'État français pour maintenir son oppression coloniale, l'exploitation des travailleurs indo-chinois, et cherche aussi à la manière de s'adresser aux travailleurs français, notamment en leur disant que c'est pas eux de payer le prix. Alors c'est le prix du sang, parce que c'est en fait des travailleurs et des paysans qui sont envoyés pendant la guerre d'Indochine, mais aussi c'est un prix économique, parce que c'est à ce moment-là où derrière, en gros, il y a l'inflation, etc., alors que les capitalistes, eux, voient leurs profits augmenter. Et donc, mot d'ordre, il faut pour l'armée française quitter l'Indochine et évidemment défendre derrière l'indépendance du peuple indo-chinois. Pour terminer cette partie, avant de passer au clou du spectacle, la grève Renault 47, même si on ne va pas forcément s'apesantir énormément dessus, un petit focus sur les liens du groupe Barta avec le reste du mouvement trotskiste. Ça ressemble à ça, le trotskisme en France. Je résume pas tout, mais en gros, avant même la fin de la guerre, les groupes trotskistes qui étaient séparés, le POI de Hic et Crépeau d'un côté, le CCI de Molinier, entament un processus de fusion. Ils font une conférence en février 1944, dirigée par Pablo, qui va acter l'unification des groupes français à ce moment-là. Et c'est là où on va parler du PCI, là, le truc tout en bas, Parti communiste internationaliste. Le groupe Barta, il est tout à gauche. Le groupe de lutte de classe Barta, c'est UCI, c'est le groupe qui est à gauche. Le groupe Barta se revendique aussi la 4e internationale. Il ne reste pas en dehors de ces discussions. Il y a tout un tas d'échanges de lettres, puis des rencontres dans ces années-là, dès la fin 1943. Mais le processus échoue, le processus de fusion avec le groupe Barta et ce nouveau Parti communiste internationaliste. Pourquoi, d'après Barta? En fait, pour lui, l'unification au sein du PCI, elle a un énorme problème, c'est qu'elle n'a pas fait de bilan politique de la politique des différents groupes qui le composent pendant la guerre. Notamment sur cette histoire de main tendue aux bourgeois français, mais aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a des militants du CCI qui ont aussi théorisé d'entrer dans les organisations vichistes, au sens des organisations de masse, c'était là où il fallait faire un travail politique, avec aussi l'illusion que le fascisme pourrait tendre vers une unification de l'Europe, et que c'est là-dedans qu'il faudrait militer. Quelques errements, pour le dire rapidement, et pas vraiment de bilan sur le plan politique et organisationnel. Et pour Barta, ça c'est un énorme problème, de ne pas chercher à faire ces bilans, et donc il va refuser de participer à cette fusion, en essayant de faire, pour sa part, avec les militants qui l'entourent, la démonstration de la possibilité de gagner des cadres ouvriers autour d'une politique révolutionnaire. C'est pas que un refus de fusion sur les bilans de la guerre ou le non-bilan de la guerre, c'est aussi toute une critique du PCI sur la politique d'après-guerre. Il écrit en juillet 1945 quelque chose qui s'appelle la lettre ouverte aux militants et sympathisants du PCI. Et il va aussi faire une correspondance avec la veuve de Trotsky, Natalia Sedova, qui anime la 4e internationale au sortir de la guerre. Pour le dire rapidement, Barta fait surtout au PCI le reproche d'une forme de suivisme en fait, par rapport au Parti communiste. En gros, il leur reproche d'être devenu la mouche de coche du PCF. Ainsi, quelques exemples, le PCI, il cherche à se réclamer de faits de résistance. Pourquoi il cherche à faire ça? Parce que ça permet en fait, de légaliser sa presse au sortir de la guerre. Si vous ne dites pas que vous étiez dans la résistance, votre presse est interdite.
Au sortir de la guerre, il y a tout un tas de référendums aussi sur la Constitution, est-ce que l'Assemblée doit être constituante, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, le PCI, à ce moment-là, il suit toujours un peu la politique du PC. Quitte à, en fait, donner tout un tas d'illusions sur cette constituante bourgeoise, évidemment. Il réclame aussi un gouvernement ouvrier paysan, SFIO, PC, CGT, alors même que ces organisations-là jouent pour le coup un rôle contre-révolutionnaire dans la classe ouvrière. On l'a vu avec le discours de Thorez tout à l'heure. Et enfin, mais Zara y reviendra aussi en conclusion, le PCI et même ce qui, à ce moment-là, fait office de quatrième international, ne demande pas explicitement le retrait des troupes russes des territoires qu'elles occupent après la Seconde Guerre mondiale. Ça, pour Barta, c'est une énorme erreur, et on y reviendra un petit peu, mais il le met un peu dans la continuité du reste de la politique, qui est de devenir un peu l'opposition de gauche du PC, mais de ne pas les critiquer ouvertement et de ne pas proposer une réelle alternative politique à ce moment-là. Un dernier mot là-dessus. Souvent, on dit que ce refus de rejoindre le PCI, ce serait une forme de sectarisme du groupe Barta, voire une rupture totale avec la quatrième internationale. Je pense que ce n'est pas vraiment ça. D'une part, le groupe Barta, il se revendique toujours de la quatrième internationale à ce moment-là. D'ailleurs, cette brochure, elle s'appelle toujours Publication de la quatrième internationale, alors qu'elle est postérieure. Il y a toute la correspondance avec Sedova, où Barta dit que lui serait favorable à ce que leur groupe participe au congrès de la 4 en 1948, mais que le problème, c'est avec la section française. Voilà. Et par ailleurs, même avec le PCI, les ponts ne sont pas rompus. Bon, il y a tout un tas d'articles, de correspondances, etc., qui va continuer en fait à voir le jour dans les années d'après. Même si Barta, lui, ce qu'il propose, c'est de dire qu'il faut vérifier les accords politiques et organisationnels dans la pratique. Pas dire on n'est pas d'accord, mais au moins en direction de la classe ouvrière, on pourrait essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble à ce moment-là et tirer les bilans à partir de là. On arrive à Renault 47 et je vais repasser à la parole à Zara. Oui, attends. Là-dessus. Voilà. Non, alors sur cette période-là, d'abord il faut savoir quand même, et c'est juste une phrase, que c'est pas seulement en France que quand même dans ces années-là, d'ailleurs dès 1946, il y a une grande grève de postiers, etc., enfin, qu'il y a des grèves qui démarrent au nez et à la barbe quand même des staliniens qui sont au pouvoir, qui les combattent, mais il n'y a pas qu'en France, il y a en fait dans tous les pays d'Europe, parce que partout, en fait, dans tous les pays, vaincus, vainqueurs, les bourgeoisies qui s'en sortent essayent de s'en sortir contre les prolétaires et en les exploitant partout davantage, avec des partis de gauche au gouvernement où, il n'y a pas qu'en France, il y a en Italie, il y a en Belgique, je crois, il y a au Danemark, et partout, et quand ce n'est pas les partis communistes, c'est des sociodémocrates. Et donc, c'est la pression énorme sur une classe ouvrière qui n'a pas à bouffer, et un peu partout, des vagues de grève d'importance. En Allemagne, en Angleterre, une énorme grève des dockers en 1945, etc., etc. Ça, c'est le contexte. Un peu de classe ouvrière européenne qui commence à s'en prendre, enfin, au patronat et à l'État de fait. Donc, c'est ce contexte-là, et c'est quand même ce contexte-là que Barta a préparé politiquement. Enfin bon, du moins, voilà, c'est ce qu'on retrouve dans ce groupe, Barta, a cherché dans cette situation cette situation de porte-à-faux énorme entre gauche au gouvernement, Parti communiste socialiste au gouvernement et classe ouvrière où ça commence à péter parce qu'on ne peut plus survivre comme ça. Là, il y avait une situation propice à l'intervention politique de révolutionnaires, puisque là, on pouvait s'appuyer chercher de s'appuyer sur les travailleurs, et les aider à lutter. Bon, donc ça, c'est le calcul. C'est l'analyse politique perspicace. Et ça, le groupe Barta l'avait quand même préparé en faisant en sorte que, donc, dans la plus grande forteresse ouvrière qui était Billancourt, mais pas seulement, il y ait des militants. Alors, ils n'étaient pas nombreux, mais preuve est donnée avec la grève de 1947 que même si on n'est pas nombreux, mais qu'on a su comprendre une situation et se donner les moyens de l'utiliser,
on peut marquer vraiment des points. Et c'est quand même ce qui a été fait donc, au travers de cette grève de 47. Je ne sais pas si... En fait, alors sur la grève elle-même, je vous renvoie à... Ouais. La grève. Ah oui, la grève. Effervescence dans le monde du travail. Les usines Renault, qui emploient quelques 30 000 ouvriers, se sont mises en grève. Commencée dans quelques ateliers, la grève s'étendait peu à peu à l'usine entière. La CGT décidait alors d'appuyer le mouvement. Et la grève des usines Renault, devenue la question du jour, mettait en cause l'existence même du gouvernement. Les ministres communistes se désolidarisaient de leurs collègues. Et M. Ramadier, après s'être fait confirmer la confiance de l'Assemblée, transformait son équipe. Aux côtés de M. Daniel Meyer, qui devenait ministre du Travail, et de M. Le Tourneau, M. Robert Prigent, Paul Béchard, ainsi que M. Eugène Thomas entraient dans le gouvernement. Le ministère était sauf. Oui, le cours de cette grève, il est très bien raconté dans une brochure, donc une partie d'entre vous l'avez peut-être lu. Là où c'est intéressant et assez vivant, c'est que effectivement, du fait que les camarades étaient vraiment un petit groupe, enfin autour de Pierre Bois, qui n'était pas seul quand même, mais ils n'étaient vraiment pas nombreux, et ils étaient dans 2 ateliers en fait. Mais le climat et la colère montante leur a permis de déclencher une grève. Alors d'une façon, justement, mais ça je ne vais pas vous la re-raconter, qui est quand même super intéressante aussi parce que se trouvait un peu donc un milieu, mais clandestinement, qui est prêt à démarrer une grève. C'était un peu pour du pain, pour une augmentation de salaire, mais basique. C'était quand même des situations vraiment difficiles. Et donc, à partir d'un noyau, ce noyau s'adresse quand même à des travailleurs, fait quand même une assemblée générale. Ils sentent que ça va pouvoir peut-être transformer en une grève des secteurs en question, mais tactiquement, ils continuent à agir clandestinement, en laissant même croire un peu à la maîtrise et à tout un tas de travailleurs, même qui certains sont un peu déçus que, on devait décider la grève tel jour, et puis finalement non, tout le monde part déçu, mais ils avaient prévu en fait de ne pas déclencher le vendredi parce que c'était le jour de la paye, valait mieux que les travailleurs soient payés et qu'on attende le lundi. Donc il y a un genre de suspense pendant un week-end, et le lundi, au nez à la barbe et à l'étonnement de beaucoup, là, la grève est vraiment déclenchée dans ce secteur qui démarre vraiment largement. Évidemment, ça fait sensation. Et la CGT, quand même, quelques jours plus tard, alors que la grève s'installe et qu'elle déborde, ne peut pas faire autrement que de la reprendre à son compte et à l'élargir à l'ensemble de l'usine. Mais je ne raconte pas tous les détails, mais la reprendre à son compte, quand même réussir à transiger sur une revendication qui n'était pas celle de départ, donc ils ne gagnent pas complètement, ils gagnent 3 €, ils ne gagnent pas 10 €, mais voilà, ça... francs. Donc, tout ça est raconté dans le détail, mais c'est une expérience quand même super intéressante, qui peut nous donner des idées aussi, quand on sait saisir une situation et qu'on a aussi la bonne équipe au bon endroit, parce que bien sûr, ça ne tombe pas du ciel non plus. Il y a des choses qui peuvent quand même changer, parce que c'était la situation aussi. Or, bien sûr, ce qui se passe... Alors, il en ressort, quand même, toute une politique, enfin, toute une situation conflictuelle entre l'équipe qui a mené cette grève, qui en partie était à la CGT, mais qui se fait quand même larguer de la CGT, qui crée un syndicat indépendant pour que tous les travailleurs qui avaient suivi la grève, puissent rester organisés syndicalement. Ce syndicat s'est appelé Syndicat démocratique Renault.
qui comptait quand même au sortir de la grève 1200 adhérents, ce qui n'est pas rien, bien sûr, sur je ne sais pas, je crois que les effectifs syndiqués, évidemment, étaient bien supérieurs. J'ai plus le chiffre en tête. Bon, le seul souci politique qui arrive, c'est que, évidemment, ce conflit qui fait quand même l'actualité nationale oblige quand même les ministres communistes à quitter le gouvernement, à se désolidariser du gouvernement qui impose toute cette austérité aux travailleurs. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, une fois que les staliniens ne sont plus au gouvernement, ils empruntent un cours radical, enfin plus facilement, faussement radical souvent, mais quand même, comme on peut connaître un peu, et là, ils déclenchent des grèves, d'ailleurs à Renault même, un peu plus tard, mais dans d'autres boîtes aussi, et du coup, disons que la situation qui était propice le devient moins, puisque les staliniens, avec leur nouvelle combativité en apparence, parce que sur le fond, ils n'ont pas vraiment changé de politique, mais fait illusion. Donc, la situation devient plus difficile, et je ne rentre pas dans les détails, mais alors, en plus, ce syndicat démocratique Renault, il doit mener une bagarre juridique. Alors, vous voyez, les bagarres juridiques, là, les syndicales, on en connaît aussi aujourd'hui, on voit ce que c'est. 2 ans après, ils se font quand même, ils gagnent cette bagarre juridique et le syndicat démocratique Renault est reconnu par l'État parce qu'à l'époque, un petit aparté, on en a hérité et on ne pense pas, nous, que ce soit très démocratique, mais les syndicats, enfin la CGT, avait obtenu de l'État des lois qui lui donnaient la représentativité, c'est-à-dire pour les élections de délégués, c'était les listes présentées par la CGT, point terminé. Si tu n'étais pas à la CGT, tu ne pouvais pas te présenter. Bon, donc le SDR ne peut pas se présenter pendant un certain temps, ou alors en obtenant dans tel secteur qu'il n'y ait pas un quorum atteint et qu'il y ait un deuxième tour. Enfin voilà, tout un tas de choses que... Bon, mais quand le syndicat démocratique Renault en 1949 se fait reconnaître, la situation commence à retomber, pour les raisons que je vous ai dites, que le PC est dans un cours plus combatif. Et en fait, si vous voulez, un petit groupe de 20 militants qui se retrouvent à diriger un syndicat de 1200 personnes, avec tout ce que ça veut dire. Bon, la thèse officielle, on n'a pas vécu, donc on ne sait pas, c'est que le groupe en est quand même... on est un peu mort de l'ampleur de la tâche devant laquelle il se retrouvait. À l'époque, je ne sais pas quelle discussion il y a eu ou pas, mais certainement que Barta et son groupe espéraient que la bagarre qu'ils avaient menée aurait quand même un retentissement, même auprès du reste du mouvement trotskiste, que le mouvement trotskiste autre pourrait se dire, tiens, oui, il y a quelque chose dans la voie de laquelle on peut continuer, investir les entreprises, la classe ouvrière, etc. Ce qui ne s'est pas vraiment fait, c'est pas que le Pierre Bois n'ait pas fait parler de lui. Là, il y a une image donc d'un quotidien, d'un hebdo, puisque c'est France Dimanche, qui titrait, je l'ai pas, Un petit ouvrier de 25 ans a forcé Auriol à révoquer Thorez. Oui, parce que Auriol, c'était le président de la République de l'époque, et voilà. Bon, donc, et dans les bouquins d'histoire, on retrouve quand même, à propos de la grève de Renault 47, le nom de Pierre Bois. Mais le groupe, à partir de 49, 50, et certainement, il n'est pas mort parce que des militants ont continué à militer, mais c'est à ce moment-là que Barta. Alors, faut-il dire qu'il a jeté l'éponge? Il ne serait pas d'accord avec ce que je dis là s'il était toujours vivant, puisqu'il n'a jamais prétendu avoir abandonné ses idées, mais il a quand même abandonné son groupe, dont une partie s'est reconstituée, mais ensuite, en partie, avec une partie de ses idées, en 56 avec Voix ouvrière. Je voudrais juste dire, oui, un peu en conclusion, parce qu'un des problèmes aussi quand même, une des analyses qui est un peu, quelque chose qui est un peu important pour nous, je pense, qui est de quelque importance, c'est sur les problèmes que ça a posé, toute cette situation au groupe Barta, et puis à nous aussi, à savoir la défense de l'URSS, puisque la politique trotskiste, c'est la défense de l'URSS. Alors, Trotsky a écrit des milliers de signes, centaines de milliers sur cette question, parce que défense de l'URSS, oui, défense de
de cette classe ouvrière russe qui a fait une révolution, la seule ouvrière en 17, et qui a jeté les bases d'un autre système politique. Bon, mais la défense de l'URSS, même pour Trotsky, n'était pas la défense de la bureaucratie soviétique. Et au contraire, à plusieurs reprises, Trotsky a expliqué en quoi la politique de la bureaucratie soviétique, ne serait-ce que les retournements d'alliance, là, avec les bourgeoisies diverses et variées de la planète, c'était aller à l'encontre même de la défense de l'URSS. Disons que la bureaucratie soviétique a une politique contre la défense des acquis de la révolution russe. Donc, de ce point de vue-là, mais à la fin de la guerre, il y a quand même un vrai problème qui se pose à Barta et aux trotskistes, c'est que effectivement Staline, dans son avancée contre l'armée allemande, occupe la moitié de l'Europe, se retrouve à occuper la moitié de l'Europe pendant que les Anglo-Américains occupent l'autre moitié. Et là, la politique stalinienne, pour Barta, c'est une politique, alors là je parle en Pologne, une partie de l'Allemagne, en Roumanie, Tchécoslovaquie, etc. Enfin, tous ces pays-là, c'est une politique d'occupation militaire, sans demander l'avis des populations, des classes ouvrières, contre elles-mêmes. Il y a eu ici ou là des noyaux de conseils ouvriers, qui espéraient et qui ont été liquidés. De même qu'en France, ceux qui avaient pris les armes dans la résistance et qui pensaient qu'ils allaient au-delà faire je ne sais quoi, rien du tout. Tout le monde dans l'armée régulière, une seule armée, une seule police, un seul État. Donc cette politique-là, dans tout l'Est de l'Europe, sous domination de Staline, Barta explique, il dit qu'il est toujours trotskiste, mais sa conception traditionnelle de la défense de l'URSS, il la remet en question. Et c'est vrai que, parce que ce qui comptait pour lui aussi, c'est que, par exemple, Lénine ou Trotsky, au sortir des guerres interimpérialistes, avaient toujours combattu contre les réparations imposées par les puissances, les réparations, les annexions, toutes ces politiques-là contre les peuples. Et ce n'est pas des politiques révolutionnaires. Il réinsistait sur le fait que d'ailleurs pour Lénine, et c'est vrai, ça, les questions nationales restaient vraiment importantes. Pas question pour des révolutionnaires de passer outre à des revendications nationales, même si tout ça, ça posait des problèmes politiques aussi, de quelle politique pour les communistes dans ces contextes-là. Mais tout ça amène quand même Barta à dénoncer, bien sûr, la politique d'occupation par Staline et à mettre en avant que les troupes russes devaient retourner chez elles, même celles de l'armée rouge. Donc, je le présente de façon très simpliste, parce que sa politique n'était pas non plus de dire que les communistes de ces pays-là auraient dû baisser les bras. C'est pas du tout ça. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails parce qu'il y a eu justement les événements de Yougoslavie, les événements mais si vous voulez, Trotsky était mort, donc en effet, pour les trotskistes, commençait à se poser le problème, c'est ça qui peut nous intéresser, de comment analyser cette évolution du monde qui n'aurait pas été trop anticipable à l'avance, et comment analyser ça. Et d'ailleurs, je le dis au passage, je ne pense pas qu'elle ait eu complètement raison, c'est très compliqué, mais c'est à ce moment-là quand même que la veuve de Trotsky a quitté la 4e internationale, qui à l'époque pensait parce qu'elle pensait que le stalinisme n'avait aucun, c'était pas possible de lui accorder le moindre rôle progressiste, à savoir que dans l'Est de l'Europe, on pourrait avoir des démocraties socialistes. Voyez, toutes ces discussions-là sont des discussions qui restent ouvertes. Quelle politique pour des communistes, quelle politique pour l'État ouvrier, et est-ce que la politique de la bureaucratie soviétique a été dans le sens des intérêts du prolétariat mondial? Non, pas du tout, d'ailleurs, dans ce contexte-là aussi. Je crois qu'on est arrivé un peu au bout. J'en oublie sûrement, mais qu'est-ce que j'ai oublié ? Oui, alors, non, mais juste un petit mot, parce que bien sûr, Barta, on n'a pas tellement envie de revenir là-dessus. Il y a eu, après, par la suite, donc le groupe s'est éteint en 1950. D'autres ont continué, par exemple Pierre Bois a continué à militer, à Renault, en publiant une revue Tribune des Travailleurs, avec d'autres militants.
d'autres militants aussi, le futur hardi dirigeant de lutte ouvrière, excusez-moi, qui était jeune à l'époque, un peu malade, il s'est sorti, bon, il a contribué à refonder avec d'autres Voix ouvrière et ensuite Lutte ouvrière après 68, après l'interdiction, quand Lutte ouvrière est ressortie de Voix ouvrière. Bon, tout ça, et entre Barta et les camarades de Lutte ouvrière, il y a eu des bisbilles, des discussions, des trucs sur lesquels, très sincèrement, d'abord, on ne l'a pas vécu et sincèrement, savoir qui avait raison, qui avait tort. Bon, ce qui est certain, c'est que ce que Barta a écrit à un moment, à savoir, pour expliquer l'échec de son groupe, que la sève révolutionnaire n'avait pas pris sur l'arbre prolétarien, bon, disons que ça, on n'est pas d'accord. Bon, c'est toute une discussion encore, mais enfin, sinon on militerait pas si on était d'accord. Bon, donc tout ça, mais on n'a pas envie de chercher à distribuer les bons points. On a plutôt envie de discuter de ce qui était intéressant dans les idées et le combat de ce militant et de ses compagnons à l'époque.